Élogieuse, je pense que c'est l'amitié qui fait dire à M. Jacques Delteil, et un lointain cousinage aussi du côté de ma femme, qui lui fait prononcer ces paroles pour élogieuse. Je suis un homme quelconque. Évidemment, il m'a été donné dans la vie d'être témoin de certains événements qui n'étaient pas quelconques. C'est peut-être la seule raison de mon témoignage. Alors, je dois donc, je suis heureux d'être avec vous à Montpellier, avec cette assemblée, dans cette salle magnifique, pour vous parler des Amish. Les Amish, ça s'écrit A-M-I-S-H au pluriel, et pas autrement. Ne pas confondre avec les amis, les Quakers, les Amish, qui sont très peu connus, sauf par les spécialistes d'histoire religieuse. Et même des encyclopédies religieuses assez importantes ne les mentionnent guère. Alors, ils sont un peu plus connus depuis que la télévision nous a permis de voir un film intitulé Witness, témoin, et un autre que j'ai vu par hasard, parce que je ne suis pas un fanat de la télé, La justice des hommes, où il est à peu près la même question, un montage de ces Amish qui vivent en vase clos, qui ont été tout à coup précipités par le hasard des événements dans des crimes et qui ont dû répondre un peu à la justice des hommes. Alors, et ces films sont pas mal faits, on voit les coutumes, plusieurs personnes ont une idée de ce que sont les Amish à bon escient. Donc, vous verrez pourquoi je dis en marge du rêve américain, les Amish. C'est une sorte de, je dirais, l'approche ethnologique d'une communauté religieuse. Par un beau dimanche de juillet, des amis m'avaient amené promener en Pennsylvanie, au cœur historique des États-Unis d'Amérique, dans la région du comté de Lancaster et de Strasbourg. Déjà, vous entendez les consonances. Et quel ne fut pas mon étonnement d'apercevoir sur une petite route des dizaines de calèches noires, toutes semblables, allant allègrement dans la même direction. C'étaient des Amish qui se dirigeaient vers une ferme pour le rendez-vous du culte. Intrigué par leur allure surannée, j'ai souhaité en savoir plus. Ce qui frappe de prime abord, c'est l'uniformité de leur style. Les hommes, tous en vêtements sombres, larges chapeaux noirs, barbe abondante. Les femmes, en grands tabliers bleus ou sombres, bleu sombre, avec des bonnets qui sont ou blancs ou noirs, couvrant la chevelure tressée de la même façon. J'y reviendrai car le costume a une grande importance. Les Amish sont arrivés à l'Amérique du Nord au temps de la colonisation. Ils ont toujours vécu entre eux selon une règle stricte qui leur a permis de résister au processus d'homogénéisation, au melting pot. Ils sont organisés en petites communautés rurales, toujours rurales, et ils vivent comme l'on vivait il y a 2 ou 3 siècles, en refusant tout recours aux techniques modernes. Ils ont longtemps été considérés comme une secte obscure, se conformant à des coutumes ridicules. Or, ils ont aujourd'hui forcé le respect, en particulier par la qualité et la prospérité de leur agriculture. Alors, un peu d'histoire, brièvement. L'origine des Amish remonte à la Réforme, et plus précisément à ce mouvement anabaptiste né en Suisse vers 1525. Il prône la séparation de l'Église et de l'État, il rejette le baptême des petits-enfants pour le réserver aux adultes qui s'engagent consciemment. Ce mouvement se développa surtout dans l'Europe rhénane. Il fut organisé par Menno Simon, d'où le nom de Ménonites. Les Ménonites sont la branche pacifique du christianisme anabaptiste, ne pas confondre avec une autre branche violente qui a eu les démêlés, la guerre des paysans, etc., Münster, du temps de Luther. Mais je passe là-dessus. Donc, vers 1690, une scission se produisit parmi les Ménonites, localisés en Alsace et en Suisse.
un dirigeant influent qui s'appelait Jacob Aman, trouvant qu'il y avait un peu de relâchement, un peu de négligence, prêcha un retour à une discipline plus stricte de la vie d'assemblée et à un refus de toute compromission avec le monde. Voilà un thème récurrent. Refus de toute compromission avec le monde. Ceux qui le suivirent s'appelèrent désormais des Amish. Je vous rappelle que ce revivaliste s'appelait Jacob Aman et ses disciples s'appelèrent des Amish. En Alsace, c'est à Sainte-Marie-aux-Mines que fut formée la première église Amish. Comme l'ensemble des anabaptistes, ils subirent très vite une dure persécution. En effet, ces temps-là sont des temps troublés. Alors on supporte mal, dans des temps troublés, la différence. Le non-conformisme. Pensez donc, ils vivaient entre eux et n'avaient pas de commerce avec les autres. Ils n'étaient pas mariés par l'église officielle. C'était l'église qui avait les castes. Ils n'étaient pas mariés par l'église officielle. Et surtout, ils refusaient le service militaire. À une époque, c'est encore vrai aujourd'hui, où l'on s'est tripé pas mal. De Suisse, ils avaient dû émigrer au pays de Montbéliard, pour des raisons juridiques, statut, puis en Alsace, et chassés par Louis XIV, ils se réfugièrent au Palatinat. Vous voyez, tout le temps entre la Suisse et l'Allemagne, le Palatinat, la Rhénanie, au sens large. C'est l'époque où plusieurs groupes persécutés au XVIIIe siècle commencèrent à émigrer vers l'Amérique du Nord. Les premiers groupes de Ménomites de Hollande et d'Allemagne étaient arrivés en Pennsylvanie en 1683 et avaient fondé Germantown, donc de langue allemande, et qui est aujourd'hui un quartier de Philadelphie. Les Amish, eux, commencèrent à arriver en 1710 et tout au long des 18e et 19e siècles. Ce ne sont pas des foules immenses, mais les Amish ont émigré au 18e et au 19e siècle et ils ont créé des colonies. Et alors je crois qu'on imagine mal, je ne vais pas m'attarder sur cette partie historique, mais on imagine mal la dureté de leur exode. Les voyages étaient longs, insalubres, pleins d'embûches. Déjà plusieurs mouraient sur les bateaux de maladies, de manque de soins. À terre, ils devaient affronter des difficultés de toutes sortes, dont la moindre n'était pas, et là je l'ai découvert avec surprise, les attaques répétées des Indiens, ça nous le savons, mais auxquelles ils ne répliquaient pas avec des fusils comme les autres colons. Ce n'était pas tous les jours et à tous les endroits, mais quand ils étaient attaqués, ils ne répliquaient pas, puisqu'ils sont non-violents. Ce n'est pas très confortable. Il subsiste actuellement en Alsace des communautés ménonites, environ 3000 membres, avec lesquels nous avons de bonnes relations, mais il n'y a plus de communauté amish, du moins au sens strict du vieil ordre amish. L'expression qui revient souvent, Old Order Amish, le vieil ordre amish. Alors ils arrivèrent quelques centaines aux États-Unis, on les appelait les Dutch, D-U-T-C-H, les Dutch, à cause de leur dialecte allemand. Ils ne parlent pas le pur allemand, un dialecte, un bas allemand. Aujourd'hui, ils sont plus de 107 000. Ils sont arrivés donc 3 000, ils sont aujourd'hui plus de 100 000. Établis principalement dans l'est des États-Unis, Pennsylvanie, Ohio, Indiana. Et au Canada, et puis ailleurs aussi. Donc, vous voyez, j'aurais dû dire en commençant, évidemment, il ne s'agit pas du tout de l'histoire du protestantisme français, mais c'est tout de même un avatar. C'est tout de même l'origine, la source, c'est aussi un peu dans le protestantisme français, du moins de l'Alsace, ces Amish. Alors, pour comprendre le peuple Amish, il faut le considérer comme un peuple particulier, original, composé de petites communautés rurales unies par une même conception du monde. Comment les définir? Les Amish, c'est tout à la fois une église, une branche conservatrice du christianisme, une communauté sociologique dont les membres pratiquent une vie simple et austère, et aussi un système d'entreprise familiale au plan économique. En un mot,
C'est un ordre religieux, mais ethnique, puisqu'ils se marient, ils ont leurs enfants. Un ordre qui a créé sa propre culture. Je voudrais maintenant, après cette partie historique un peu rapide, donner quelques éléments qui les caractérisent. Alors, comme je l'ai dit, on peut les considérer comme une secte étroite vivant selon des coutumes archaïques qui prêtent à sourire, et cependant, vous pouvez le contester, moi il me semble qu'ils ne sont pas sectaires en ce sens qu'ils n'exigent jamais des autres qu'ils se conforment à leur pratique, à leur style de vie. Disons qu'ils sont une secte introvertie plutôt que convertisseuse ou réformiste. Ils ne font pas de prosélytisme, ils ne cherchent pas à avoir des prosélytes. Ils veulent obéir à la loi de Dieu et aux enseignements de Jésus. Pour cela, ils cherchent à éviter la contamination d'un monde qu'ils considèrent comme aveugle et perverti. Et vraiment, la séparation avec le monde, au sens péjoratif, est un de leurs grands soucis. Alors certes, à moins de vivre sur une île, il ne peut y avoir de séparation absolue avec la société ambiante, mais du moins évite-t-il tout ce qui comporte des contacts très personnels, mariage, association de travail, etc. Un Amish ne va pas à des rassemblements en ville, il ne vote pas, il ne participe pas à la vie politique, il ne va pas dans des lieux d'amusement, dans des tavernes ou des salles de danse, ou même à la foire du district pour vendre ses bêtes, mais il peut amener sa famille visiter une ville, une gare, un zoo, acheter dans un bazar, une épicerie, et c'est ainsi que j'ai vu pas mal de groupes. Ils sont en groupe d'amis, des jeunes filles, des jeunes gens, dans les rues et dans des parcs botaniques. Ils ne prêtent aucun serment, ils sont non violents par conviction et refusent de porter les armes pour se défendre ou pour défendre le pays. Ils ont l'habitude de ne pas fermer leur maison à clé, ça c'est moins étonnant. C'est une vie rurale, paysanne, il n'y a pas si longtemps, il y a encore 50, 60 ans, dans nos campagnes, les paysans qui allaient au champ ne fermaient pas leur maison à clé. Ils ne poursuivent pas les criminels. Si éventuellement ils ont une querelle avec un voisin, ils ne se défendent pas. Si c'est très grave, alors il faut que ce soit très grave, ils vont s'établir ailleurs. C'est pas simple. C'est pas simple d'avoir une terre, de la cultiver, de toute la smala, etc. Là, il faut que ce soit très grave. Ils respectent les autorités de l'État, la justice et la police, comme voulu par Dieu pour maintenir l'ordre, mais ils n'ont pas recours à leur service, car ce serait les engager dans une solidarité de violence. Ils ne votent pas, ne participent pas à la gestion des affaires publiques, c'est contraire à leurs principes. Alors, comme dans toute société traditionnelle, les Amish, pour subsister, ont développé et codifié des règles fixant leur séparation du monde environnant. Ils ont érigé tout un ensemble de tabous et leurs coutumes jouent une fonction symbolique de leur vie. Alors, on peut envisager plusieurs points, les vêtements, les maisons, la langue, l'agriculture, voilà, en particulier, ces points-là me semblent très, très frappants de ce qui les distingue et différencie. Ce qui frappe le plus de prime abord, ce sont leurs vêtements. Ils considèrent les modes vestimentaires du monde comme futiles, on peut bien leur accorder. Le problème du vêtement n'est pas secondaire pour eux, puisque, vous voyez l'argument avancé, c'est le premier problème qui se soit posé à l'homme après la chute. Oui. C'est des feuilles de filles. Ils se fondent sur une tradition qui remonte au père de l'Église, qui plaide pour la simplicité du vêtement. De fait, et par car il y a le souci d'obéir à la Bible et à la tradition biblique, et en même temps, et c'est là qu'il y a comme une sorte d'ambiguïté, il y a ces deux appuis, en même temps, le souci de respecter les méthodes, les modes, les coutumes des pères fondateurs du vieil ordre Amish,
Donc à la fois ils veulent obéir à la Bible et aux coutumes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Et nous retrouvons cela tout le temps. Donc ils continuent de porter, même au travail, les habits que portaient leurs aïeux paysans rénants du XVIIIe siècle. Et qu'ils confectionnent eux-mêmes. Cela donne, pour les hommes, des vêtements sombres, des vestes sans revers, au col droit, sans poches extérieures, qui se ferment avec des crochets et des œillères, tandis que les boutons sont prohibés. Peut-être vous ignorez que ce sont les Français qui ont inventé les boutons et que ce sont les réfugiés français après la révocation qui les ont amenés, qui ont créé à Berlin, etc. Porter des boutons, c'était la mode de Versailles, c'était l'élégance. Bon, les paysans rénants ne portaient pas les boutons. On pourrait pendant longtemps parler de tous ces détails. Mais pour eux, c'est tabou. Ils ont des bretelles, mais pas de ceinture. Alors j'explique pas tout. Ils ont des bretelles, mais pas de ceinture. Des chapeaux noirs à large bord, qui ne quittent qu'à l'intérieur. Ils portent les cheveux longs jusqu'aux oreilles et une frange. Le collier de barbe abondant est le signe invariable pour un adulte de son intégration à l'Église. Nous en reparlerons. Après le baptême, donc la grande adolescence, à l'âge adulte, on demande son intégration à l'Église, et là, ils ont tous deux colliers de barbe abondants. Mais les joues et le tour de la bouche doivent être rasés. Je dis, mais pourquoi? Avoir du poil, autant en avoir complètement. Alors bon, vous connaissez l'explication. Au XVIe et XVIIe siècle, la moustache n'était-elle pas le signe de la bravoure militaire? Il est resté encore longtemps chez nos braves gendarmes, pour les soldats allemands. Et ainsi, au début, fin XVIIe, au début XVIIIe, c'était une façon de s'opposer au style militaire, à l'esprit militaire. Les femmes, en jupe jusqu'aux chevilles, toutes identiques pour la coupe et la longueur, en tablier, châles et bonnets, dont les couleurs peuvent varier, mais toujours d'une extrême discrétion. Le noir et le bleu sombre prédominent. Les soieries sont bannies, de même que les boucles, les ornements, tout ce qui serait trop voyant. Elles ne doivent pas se couper les cheveux, c'est dans la vie. Elles sont toutes coiffées pareilles par une raie médiane, puis en rouleau. Une femme ne se montre jamais tête nue, à cause des anges, à plus forte raison aucune. Leur grand tablier est blanc pour les rassemblements, de la couleur de la robe en semaine. Je passe sur tous ces détails, on y passerait une journée. Alors, ceci n'est encore qu'une description générale, car il y a des quantités de détails qui sont réglementés, que l'évêque, nous parlerons de l'évêque, que l'évêque est chargé de faire observer, et qu'un œil non initié ne discerne pas. Je suis incapable de discerner moi-même. Ainsi, la largeur des bords du chapeau, la largeur de son ruban, selon l'âge et la situation, la largeur des bretelles, tout cela qui paraît, oui, qui fait rire, qui fait sourire, tout cela permet d'identifier à coup sûr à quel district ecclésial appartient-elle à nous. Quand je parle de district ecclésial, au fond, c'est la paroisse, c'est la guémie, la guémale, c'est la paroisse, 200 personnes maximum, c'est-à-dire 20 familles, ou 10 à 15 familles. Nous y reviendrons. De même, les femmes portent un grand châle et un bonnet, dont des détails de style et la couleur varient selon la communauté. Alors, nous ne distinguons pas, nous sommes des profanes, mais eux, du même coup, ils savent qu'une telle, un tel qu'ils rencontrent sont de tel ou tel district, de telle ou telle communauté locale, nous dirions paroisse chez nous. Et si c'est pour la maison ou pour le culte, donc les couleurs varient. Les jeunes filles à partir de 12 ans portent un bonnet noir le dimanche et blanc à la maison. Après le mariage, le bonnet est toujours blanc. Alors ça, je ne comprends pas. On aurait pu penser le contraire, mais bon, il y a des coutumes. Je crois qu'il ne faut pas tout chercher à comprendre. Ce sont des coutumes. J'ai été frappé par la tenue de leur maison, bâtie à peu près toutes sur le même modèle. Encore que la configuration du terrain donne à chacune sa personnalité. Toutes les maisons, et encore une fois, ce sont des maisons de campagne, où il y a du bétail, où il y a du fumier, où il y a des... n'est-ce pas, bon, ce ne sont pas des appartements, ce sont des lieux de vie. Mais, ce qui est frappant, c'est que toutes les maisons sont fraîchement repeintes, d'une blancheur impeccable, entourées de gazon et de fleurs, ainsi que d'un abondant potager. L'intérieur est sobre, mais très propre,
Alors là, j'ai quelques images à la fin, si vous voulez, vous pourrez venir feuilleter ce livre, vous verrez des photos qui sont prises, mais j'allais dire qu'ils sont un peu commerciales parce que les amis de stricte observance n'acceptaient pas qu'on les photographie. Et alors là, évidemment, j'ai vu des intérieurs un peu moins modestes, mais que les intérieurs que j'ai visités étaient très, très modestes. Oui, je disais que l'intérieur est donc très sobre, mais très propre. Une commode, chez certains, contient tous les biens de la famille. Pas de miroir, d'images, de portraits, ni de papier peint. Les murs sont peints en gris. Alors, sont strictement prohibés électricité, chauffage central, téléphone, radio, télévision, instruments de musique, de même que les automobiles ou les tracteurs. Ils ne vivent pas dans notre siècle. Ils sont au XVIIIe. On va chercher l'eau à la pompe et on s'éclaire avec des lampes à huile ou à pétrole. Les fermes se dressent au milieu de champs fertiles, et ça, cela frappe quand on traverse cette partie de la Pennsylvanie. Vraiment, c'est admirablement cultivé. Des pâturages aux clôtures rectilignes, en bois. Les Amish ont rendu les campagnes du comté de Lancaster parmi les plus productives que l'Amérique puisse offrir. Une ferme de taille suffisante compte plusieurs demeures, diverses entreprises et du travail pour tous les membres de la famille. Autant qu'on peut, on case les enfants et les enfants mariés sur le terrain d'affaires. Il y a un moment où c'est plus possible, mais autant qu'on peut, ce sont des entreprises familiales. Les maisons sont bâties en bois, ils ont des bois à proximité, avec de vastes granges à angle droit avec l'habitation. Il est bien certain que ce plan de ferme, inchangé depuis leur venue de Suisse et d'Allemagne, est le fruit d'une longue expérience forgée en particulier dans le climat rude des Alpes, de la forêt noire et du Jura. Mais s'il peut faire très chaud l'été en Pennsylvanie, l'hiver il peut aussi faire très froid. Les Amish parlent entre eux un ensemble de dialectes apparentés à l'allemand. La langue du culte, elle, est l'allemand littéraire, évidemment assez archaïsant, comme le français du Canada. En plus, ils peuvent parler et écrire l'anglais avec les non-amish. Inutile de souligner que la langue joue un rôle important dans le processus de préservation du groupe. Les Amish ne pratiquent pas la communauté de biens comme l'ont fait certains groupes anabaptistes, mais ils sont capables d'une générosité et d'une entraide très efficace en de multiples occasions ou pour les travaux des champs. C'est normal entre pays. Une entraide spectaculaire concerne l'édification des granges. Donc d'immenses granges, d'immenses bâtiments. En une journée, une équipe est capable d'édifier une immense grange en bois sans clous. Ils sont prohibés, tenants et mortels, mais ce sont d'excellents maîtres charpentiers. Ils refusent tout système d'assurance par l'État en cas de maladie, d'accident, de mort, d'incendie. La solidarité de la communauté est effective. Après les vêtements et les maisons et la langue, un autre point important, c'est la vie de famille. Ce n'est pas très original, c'est une vie de famille très typée, très marquée. C'est ce sur quoi les Amish insistent le plus. Après les questions spirituelles. C'est une vie à l'ancienne, où chacun a sa place et apprécie la présence de l'autre. La vie de ces grandes domus, de ces grandes maisons rurales d'autrefois, dans une maison aussi où il n'y a ni radio ni télévision, il est facile d'imaginer, non, je crains qu'il soit difficile d'imaginer pour les jeunes qu'il reste du temps pour communiquer. Les enfants, alors il y a beaucoup d'enfants, ils sont considérés comme une bénédiction de Dieu, un don de Dieu. Ils sont aussi fort utiles pour les travaux de la ferme et dès qu'ils peuvent, avec leurs petits bras, rendre service pour conduire les bêtes, pour aider à ramasser le foin, etc., on les utilise. Les familles sont nombreuses, souvent 10 enfants ou plus, du fait qu'ils ne pratiquent pas la contraception, que la mortalité infantile est faible
et qu'ils vivent vieux. L'éducation est à la fois souple et rigide, adaptée aux âges et aux circonstances. Les enfants feront, 9 fois sur 10, ce que leurs parents ont fait, ils leur obéissent, ils respectent les vieux, et on constate pratiquement pas de délinquance juvénile. C'est pas le paradis. Mais enfin, il y a un équilibre social. Évidemment, ça nous paraît un peu rétro, à certains égards. Le mariage est nécessairement endogamique, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe. Toutefois, il est prohibé entre cousins germains et issus de germains. Quand même pas que les parentés soient trop proches, à la longue, ça pourrait être nocif. Donc, mariage à l'intérieur du groupe, toutefois prohibé entre cousins germains et issus de germains. Le groupe est fort et ne présente pas de signes de dégénérescence. Alors là, j'ai vu des études scientifiques assez poussées, avec des statistiques, des cours, tout ça, je vous en fais grâce. Mais le fait de se marier entre eux a créé une sorte de type ethnique très caractéristique. Et puis, le mimétisme aidant, les Amish se ressemblent tous. Jusqu'aux noms et prénoms qui sont souvent identiques, ce qui nécessite le recours aux antécédents et à l'assemblée d'origine pour pouvoir les distinguer. C'est un véritable casse-tête de communication. J'ajoute que les Amish ne constituent pas une population génétiquement fermée. Ils sont très peu menacés de consanguinité car ce sont des groupes à l'origine très différents qui ont constitué leur peuple. Les statistiques qui ont été établies montrent qu'il n'y a pas chez eux plus de maladies héréditaires ou de maladies mentales que parmi les autres populations rurales d'Amérique vivant dans les mêmes conditions. Ils ne sont pas des retournés, ou plutôt ils ne semblent pas se comporter comme tels quand ils sont pleinement intégrés à leur groupe. Quelques-uns rejoignent, nous allons en parler, des très minoritaires. Ce sont des travailleurs de plein air, forts, jouissant d'un solide appétit et qui paraissent généralement épanouis. Moi, ils me paraissent semblables à ces bons gros paysans bavarois ou suisses, etc., bons mangeurs, bons vivants, bons travailleurs. Ils ont un air de respirer le sang. Alors, l'agriculture. L'agriculture, il faut en dire un mot, puisque c'est leur activité de prédilection. C'est une mission, c'est un travail sacré, car dans la Genèse, il est dit que Dieu confia à l'homme le soin de cultiver et de garder le jardin. De cultiver, les disent-ils, non pas de l'exploiter. Ils ne sont pas des exploitants agricoles, ils sont des cultivateurs. Ils sont convaincus qu'il est très difficile de vivre conformément aux enseignements bibliques dans les grandes villes modernes. Et déjà en Alsace, au XVIIe, ils étaient réputés pour leur agriculture. Dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, ils avaient transformé, paraît-il, je ne l'ai pas vu personnellement, des terres stériles en terres fertiles. Ils pratiquent une culture intensive sur des tenures relativement petites, puisqu'ils n'ont pas les grands moyens industriels, n'est-ce pas? Dans la différence donc des grandes exploitations de l'agriculture industrielle. Ils pratiquent la rotation des cultures, l'élevage, l'irrigation des prairies et des fertilisants naturels, je disais, comme faisaient nos grands-pères ou nos arrière-grands-parents. Sans engins mécaniques modernes, leurs rendements sont cependant parmi les plus élevés des États-Unis. Et comme on dit un peu tout simplement aujourd'hui, ça nous interroge quelque part, ça interroge les Américains. Avec des moyens qui sont des chevaux, ce sont les chevaux et ce sont leurs bras, car ce sont de gros travailleurs, de rudes travailleurs, ils ont les mêmes résultats et les meilleurs résultats. Il est évident qu'ils sont perpétuellement confrontés aux problèmes des techniques industrielles modernes. Les groupes les plus stricts, nous en reparlerons, il y a divers groupes, il y a diverses nuances dans la grande famille Amish. Il y a les plus stricts, il y en a qui sont beaucoup plus libérés. Mais les groupes les plus stricts désapprouvent l'usage de faucheuses ou botteleuses de foin, même mues par la force animale, ou de treilleuses et de grands réservoirs pour le lait qui supposeraient le courant électrique. Cependant, des évolutions se produisent selon les communautés, car il est évident que s'ils ne disposent pas de réfrigérateur, ils doivent céder immédiatement le lait à des fromageries qui le prennent à bas prix. Et alors cela est découragé.
Sur les routes qui bordent leurs fermes, ils installent très souvent de petits étalages de vente de légumes. J'avais vu à plusieurs reprises, on voit les fermes amies sur une petite table avec des légumes, et quelquefois même il y a c'est libre, il y a une boîte, on peut mettre l'argent avec le prix dessus, ils font confiance, et ces légumes-là, qui sont de culture biologique, ont beaucoup de succès. Ils vendent aussi des produits de leur artisanat, des broderies en particulier. Leur style de vie est austère, leurs biens sont limités au nécessaire. Ils refusent par exemple toute subvention de l'État pour l'agriculture, comme pour leurs écoles ou pour leurs retraites. Et s'ils travaillent durement, ce n'est pas pour s'enrichir ou pour agrandir leur domaine, qui est en général un peu la visée de tout paysan, qui pouvait arrondir sa terre. Non, mais c'est pour avoir leur autosuffisance économique par rapport à la société environnante, et aussi, et ça c'est leur grand souci, pour pouvoir installer leurs enfants à la terre. Or, quand on a 10 enfants, et qu'il y a peu de terre disponible, dans des vieux terroirs comme le comté de Lancaster, et à des prix prohibitifs, ce n'est pas très facile. Si leur père ne peut les aider, les jeunes sont obligés de trouver un emploi en ville, il y en a de plus en plus à l'heure actuelle, chez des non-amiches, dans des manufactures, sûrement pas dans des bistrots, mais dans des manufactures, dans des magasins ou dans l'artisanat. Et le fait de n'être pas, de ne pas travailler dans l'agriculture engendre des changements importants. Cela, c'est un phénomène relativement récent. Alors, je voudrais vous parler maintenant d'un point qui est important, la communauté religieuse. Car c'est un point important de l'identité des Amish. C'est leur identité personnelle, familiale, sociale et culturelle. L'église Amish est divisée en districts de taille variable selon les implantations. Chacun doit normalement suivre les services dans le district géographique dont il dépend. L'affiliation est une communion d'assemblées ayant la même discipline. Nous verrons qu'il y a des affiliations plus libérales, où l'on a une chapelle consacrée au culte, où les cérémonies peuvent se dérouler en anglais, où l'on permet l'utilisation de l'électricité, du téléphone, ainsi qu'il y a diverses affiliations. C'est un peu compliqué pour un non-initié. Mais dans le vieil ordre amish de stricte observance, il n'y a pas de bâtiment consacré au culte. On se réunit chez les uns et les autres à tour de rôle le dimanche, et l'office se déroule annuellement. Je n'ai pas pu y participer, bon, je n'y étais pas pris à temps, mais ça aurait été possible. Mon ami qui est professeur d'université, pasteur, et en même temps professeur d'université de culture allemande, et qui m'a dit, je suis prêt à terminer. Bon, j'étais pas là le dimanche. Alors, je regrette de ne pas avoir eu cette occasion. Les Amish pratiquent le sacerdoce universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clergé professionnel. Cependant, la communauté est administrée par des responsables qui sont élus. Ainsi, chaque district nomme un évêque. Quelquefois, ça choque un peu les protestants qui nous disent l'épiscope, c'est dans le Nouveau Testament. Bon, vous savez qu'il y a des évêques luthériens, il y a des évêques réformés en Hongrie. Il ne faut pas que ce soit le mot qui nous arrête. Chaque district nomme un évêque, un diacre et 2 prédicateurs. Ah, si vous voulez, chaque paroisse nomme un évêque, un diacre et 2 prédicateurs. Il n'y a pas d'école de formation, ni de rémunération. Ils sont choisis démocratiquement par l'Assemblée qui juge de leur qualification, de la fermeté de leur foi, de leur humilité. Dans leur littérature, je trouvais que ce terme revenait assez souvent. Bon, j'espère que ça ne veut pas dire pour l'humilité, personne ne le dépasse. Je crois que c'est une vraie humilité. On écarte ceux qui pourraient manifester quelques ambitions personnelles. N'importe qui peut être élu, et souvent sans l'avoir pressenti, et il doit l'accepter comme une mission de la part de ses frères et de la part de Dieu. Ces responsables ont beaucoup d'autorité, ils sont obéis, et ils n'en continuent pas moins de cultiver leur champ pour vivre en dehors de leur service. Les évêques sont les chefs spirituels de la communauté, ils prêchent, aidés par les serviteurs de la parole,
tandis que les diacres administrent matériellement, collectant les offrandes et aidant ceux qui sont en difficulté, veuves, orphelins, malades, accidentés et les divers cas d'entraide. L'assemblée de base, au district, je l'ai déjà dit, groupe une vingtaine de familles, soit entre 100 à 200 personnes au maximum. Et les maisons sont conditionnées pour cet accueil, c'est-à-dire qu'ils ont une grande pièce où les cultes peuvent se tenir. Et les Amish sont attentifs à conserver à leur groupe une dimension humaine. Là, je me demande s'il n'y aurait pas une réflexion pour l'Église à l'heure actuelle. Que les paroisses restent à dimension humaine, que l'on puisse communiquer, que l'on puisse se connaître. Bon, c'est pas dans l'urbanité, dans les grandes villes actuelles, comment cela est réalisable, mais enfin, c'est un de leurs soucis. Si la population devient trop importante pour pouvoir être reçue, alors on crée un nouveau district. Ainsi, l'ensemble du district se réunit tour à tour dans une maison le dimanche matin. C'est la Gémé, comme ils disent dans leur dialecte, et ceux d'entre vous qui sont germanophones reconnaissent le mot de Gemeinde, la communauté. Donc c'est l'assemblée qui peut durer de 3 à 4 heures d'affilée. Et oui, c'est comme ça, autrefois. Non, pas tout à fait au temps de la Réforme, c'est pas 3 à 4 heures, mais enfin, ça peut être assez long. Les sermons qui ne doivent pas être lus, ils ne seraient pas inspirés par le Saint-Esprit. Là, c'est quelque chose que nous retrouvons dans la ligne qui est dit. Un sermon qui est lu, bon, comme que le Saint-Esprit n'est pas parlé. Bon, je vous dis ce qui se passe chez nous. Les sermons sont prononcés sur un ton chantant très particulier. Les chants sont tirés de l'Arsboom, qui est un recueil datant de 1564, et ces mélodies rappellent le grégorien. Les cultes ont, paraît-il, un côté poignant, grave et mélancolique. Au cours du culte, on n'emploie pas le même ton que dans la conversation habituelle. Oui, là, il y a un style particulier. Bon, nous avons tous nos particularités. Seulement, c'est plus ou moins prononcé. Alors, c'est un moment très important de la vie des Amish. Évidemment, c'est aussi un rite de passage social. Au cours du culte, on célèbre les baptêmes, rappel d'adultes, les mariages, les enterrements. Une chose à signaler, la Sainte-Seine, elle a lieu 2 fois par an seulement. Je pense que c'est un souci de non-banalisation. Elle a lieu 2 fois par an. Elle est intensément préparée pendant plusieurs semaines. L'évêque, les responsables spirituels veillent à s'assurer que tous les frères vivent en paix entre eux et vivent dans la foi et peuvent communier. Alors bravo, la communion tous les dimanches, tous les jours, comme le clergé catholique, mais il y a quelque chose là aussi, moi, qui me pose question. Je ne suis pas venu vous prêcher des amis, simplement je me laisse interroger par des gens qui prennent au sérieux certaines choses. Et après la scène a lieu, donc 2 fois par an, a lieu le rite du lavement des pieds. Le culte terminé, un repas rassemble tout le monde. Pour des questions de place à table, il est parfois nécessaire de faire 3 ou 4 services, en commençant toujours par les plus âgés. Évidemment, les jours précédents, la maîtresse de maison, aidée par les filles ou par des voisines, a beaucoup cuisiné, en particulier pour préparer des gâteaux pour 100 à 200 personnes. Mais on tourne, on change de maison, n'est-ce pas? Alors ne vous imaginez pas que le repas qui suit, quelquefois le repas de midi chez nous, le midi dimanche, c'est un tel sacrement. Il faut tellement cuisiner, mijoter. Bon, les Américains sont plus décomplexés. C'est le lunch, c'est tout simple. Si vous voulez, je vais pour vous faire sourire. Bon, sourire, non, c'est bien sympathique, mais vous donnez un menu type de ce lunch. Mais c'est abondant, c'est à volonté. Si on a peur, on peut se servir. Pain, beurre, confiture, fromage, salade de betterave rouge, gâteau et café. Écoutez, on n'en a pas toujours longtemps. Oh, il ne s'agit pas de mijoter des... Mais en fait, ça représente quand même 100 à 200 personnes. C'est du compte. L'après-midi se passe en conversation sur la religion ou sur des sujets d'intérêt commun. Il ne serait pas bien vu de partir tout de suite après le culte ou la collation, parce qu'il y a d'urgence. Certains sont encore invités à rester pour le repas du soir. L'après-midi, les jeunes gens et les jeunes filles s'amusent
à divers jeux ou sports ou jouent de la musique. Et tant qu'ils ne sont pas baptisés et donc pas encore pleinement intégrés à l'Église, il y a à leur égard là un libéralisme extraordinaire. Après tout, il faut qu'ils découvrent la vie. C'est assez extraordinaire, le libéralisme. Nous y reviendrons très rapidement. Voyons, j'ai encore un peu de temps. Alors, les rapports avec les autorités civiles. Là, il y a eu des problèmes. Il faut que j'en parle un petit peu. Ils veulent vivre en marge du monde. Comment ne pas être confronté avec les lois et règlements en vigueur, les autorisations nécessaires, l'inévitable administration d'une société moderne. Leurs principaux problèmes ont été de trois ordres. Je les observerai assez rapidement. Voilà ce qui leur a fait problème. L'éducation obligatoire de la part de l'État. Vous savez, il n'y a pas un État, il y a une fédération d'États aux États-Unis, mais ce sont chaque État a sa législation. L'éducation obligatoire, la sécurité sociale obligatoire, même si elle couvre moins que chez nous, ainsi que la conscription, surtout en temps de guerre. On a parfois prétendu qu'ils ne payaient pas leurs impôts, qu'ils refusaient, ce qui est faux. Ils payent leurs impôts, mais ils n'en profitent pas, car ils appliquent la parole de Jésus, qui est de rendre à César ce qui est à César. Alors très vite, la question scolaire, je dis très vite, mais ça a été terrible pour eux, ça a été un cas de conscience épouvantable. Au début, ils ont envoyé leurs enfants dans les écoles primaires des États. Et puis peu à peu, ils ont senti l'influence croissante des techniques modernes, et ils ont redouté une perte de leur identité. Alors ils ont créé leurs propres écoles. Ils les ont bâties, gérées, payées eux-mêmes. Pour la Pennsylvanie, cela a commencé en 1938. Bon, nous, les plus âgés, c'est pas vieux, c'est pas assez bien. Mais bon, puisqu'ils sont là depuis le début du XVIIIe. Donc, en 1938. Ce sont de petits bâtiments typiques, en rase campagne, à classe unique, de 8 à 12 élèves, où s'exerce une pédagogie efficace et de qualité, une pédagogie très familiale. L'instruction morale est importante. Ils cherchent à inspirer le sens de l'humilité, de la simplicité et de la responsabilité, vous voyez, des valeurs morales. Ce sont des écoles pratiques où l'on se forme par le travail, l'observation et l'initiation. Bien sûr, ils apprennent à lire et à compter, un peu plus, mais enfin, ils ne forment pas des ingénieurs, ils ne forment pas des musiciens, des artistes, des peintres, des acteurs. Ils ne se préparent pas pour l'ère industrielle. Ils y apprennent l'anglais, car cela peut être utile dans les contacts avec les membres extérieurs à la communauté. Alors les Amish, ça c'est pour les écoles primaires, les Amish se méfient des écoles secondaires, les high schools, qui réclament leurs jeunes gens à l'âge où pensent-ils ont besoin de nourrir leur personnalité dans leur propre milieu culturel. Or, la loi de Pennsylvanie, par exemple, imposer la scolarité obligatoire jusqu'à 17 ans et 15 ans seulement pour ceux qui travaillaient dans des fermes. En 1937, plusieurs parents refusèrent d'envoyer leurs enfants dans les high schools. Et il s'ensuivit là une période très dure pour tous. Amish comme autorité, jalonnée de succès, de procès, d'amendes et parfois d'emprisonnement. Les Amish plaidèrent. Alors ça, c'est une révolte. Ils firent appel à des avocats. Ils firent appel à la justice. Ce qui est tout à fait exceptionnel pour eux et contraire à leur principe de vie, mais c'était leur conception même de la vie qui était en jeu. Ils plaidèrent que cette loi était contraire à la liberté religieuse. Et après bien des confrontations et une situation embarrassante des deux côtés, enfin, en 1937, un compromis intervint qui laissait aux parents la liberté d'organiser leurs propres écoles. Dans d'autres États, comme l'Iowa, la confrontation fut très dure et se prolongea davantage. Finalement, la Cour suprême trancha en faveur des Amish en 1972. Il fallait recourir jusqu'à la Cour suprême après 35 ans d'affrontement. Ce sont les États-Unis
où le pluralisme et la tolérance sont sûrement plus importants que dans nos vieilles nations européennes. En matière de sécurité sociale obligatoire, les Amish ne s'opposent pas à payer leurs taxes, mais ils refusent de dépendre de l'État pour l'aide sociale. Ils ont créé un système d'assurance, non obligatoire d'ailleurs, contre l'incendie, les cataclysmes ou un cas d'hospitalisation. Quand on est hospitalisé aux États-Unis et qu'on n'a pas de couverture, alors c'est difficile. En cas de difficulté, ils pratiquent la solidarité. J'en viens au troisième point, mais tout ça, je cours un peu vite peut-être, mais je vais le retour aussi. Le service militaire obligatoire leur a causé bien des problèmes, surtout en temps de guerre, et surtout lorsqu'en temps de guerre l'ennemi parlait allemand. Alors ils préféraient que leur fils aille en prison plutôt que de courir le risque d'utiliser la violence. D'ailleurs, paraît-il, ils revenaient de cette épreuve généralement fortifiés dans leur foi. Oui, c'est pas notre société. C'est très curieux, cette culture, à vouloir se pousser des gens. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez des exemples où ils ont eu des contacts avec des parents? Je n'ai pas d'exemple. Bien sûr. Non, vous savez, des sectes aux États-Unis ou des églises, il y a 4 ou 5 par rue. Non, je ne sais pas. Madame Freriche. Je voulais seulement demander si vous chantez des chansons de la chapelle-là, c'est bon. Bien sûr. Oui, dans ce style un peu grégorien, que je n'ai pas entendu, mais que l'on m'a décrit. Un peu lent, un peu triste, un peu grave, un peu... Oui, c'est a cappella, forcément. Alors c'est très lent. Ils chantent très lentement. Ma question est, si on voulait résumer, on pourrait dire que finalement les Amish, c'est un conservatisme social, ethnique même, presque, et que d'un autre côté, sur le plan religieux, sur le plan théologique, ce sont quand même, je dirais, des libéraux, c'est-à-dire qu'il y a peu de ritualisme, il y a théologiquement une assez grande liberté, des réserves assez profondes contre la mystification de la communion. Je connais des ménonites en Alsace, par exemple, où il y a très rarement, il y a 3 ou 4 fois par an, la communion, mais c'est nullement obligatoire. Ça, c'est les ménonites d'Alsace. Et alors, une autre question qui est un peu parallèle, c'est que dans ce que vous avez dit, ça fait penser, par certains égards, à la Société des Amis, qui sont également de Pennsylvanie, où également il y a extrêmement peu de ritualisme, il n'y a pas de communion, il y a une simplicité de culte. Certes, il n'y a pas de conservatisme, ça quand même un petit peu, vestimentaire, ethnique, sociologique ou autre, mais il y a quand même quelque chose qui est, je dirais, sans doute parallèle, et peut-être est-il inutile d'ailleurs de tirer des relations d'égalité, mais il y a quand même un processus, je dirais, sociologique qui est assez voisin. Oui, je suis d'accord avec vous, tout cela est issu de la réforme, mais... Oui, mais dans un certain libéralisme, dans ce cas-là, théologiquement. Bon, je pense pas, il y aurait ce serait intéressant de voir toutes les racines dans la réforme radicale, qui est à la fois une réforme très évangélique, très piétiste et très libérale, dans un mélange assez étonnant pour nous. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez parlé des épiscopes et des diacres, vous avez dit qu'ils étaient choisis selon leur qualification. Et je me demande qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce mot de qualification. Parce que c'est simplement la vocation du catholicisme aussi vont faire des études quelque part. Ah non, ils ne font pas d'études. Mais entre eux, bon, je sais pas. Ils se connaissent. C'est un petit groupe. Bon, c'est par roulement. Alors bon, quand Paul a fini son temps d'épiscope, on pense à un autre qui va le remplacer. Alors il ne faut pas qu'il soit trop vieux, il ne faut pas qu'il soit trop jeune. Je ne sais pas quoi. Entre eux, ils en parlent. Je pense que ça vient de cela. Pardon. Non, on parlait sur leur vertu, peut-être pour leur qualification. Ce qu'on appellerait aujourd'hui qualification. Oui, c'est bon. Il faut qu'ils aient la confiance de la communauté. Il faut qu'ils soient bien conduits. Évidemment, s'il y a eu des disputes dans le ménage, ça peut arriver. Alors, ils ne seraient pas très qualifiés dans ce cas-là. L'importance de la Bible dans la communauté. Il la lise tous les jours.
qui lisent la Bible tous les jours, oui. Ce n'est pas tellement étonnant pour des descendants de la Réforme, mais c'est très important. C'est leur ordre, c'est leur règle, leur ordre nous, n'est-ce pas, c'est leur règle. Comme je vous dis, avec cette ambiguïté, ils veulent n'obéir qu'à la Bible, en même temps, avec le style de vie de leur père fondateur du 17e, 18e. Dans certains cas, la largeur des ceintures, je ne sais pas, ou plutôt pas des ceintures, des bretelles, pardon. Vous avez parlé d'un évêque donc, au niveau de la paroisse, est-ce qu'il y a une organisation plus grande de l'archevêque au niveau de l'ensemble des arts? Non, ça reste seulement au niveau de la paroisse. Je ne pense pas qu'il y ait une institution qui coiffe tout cela avec des bureaux, des secrétaires, etc. Mais c'est pas un évêque au sens catholique. C'est un épiscope. Le pasteur, si on veut. Le pasteur, si vous voulez, il y a une organisation qui dépasse le niveau de la paroisse. Non, je pense qu'ils ont des relations fraternelles. Oh, ça doit être peu structuré. Évidemment, ils ont par exemple, plusieurs journaux qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, un peu selon les divers zones. Mais alors pour cela, il faut bien qu'il y ait quelques contacts. Vous me posez des cols, parce que là, mais je sens pas qu'il y ait une véritable bureaucratie, enfin Mais leur organisation est essentiellement de type congrégationaliste. Absolument, oui. Structurée au niveau national. C'est la paroisse, et puis quand ils ont des contacts fraternels, ils peuvent avoir des... Alors, par exemple, ils sont capables de dévouement pour la société civile environnante quand il y a eu de grands malheurs, des tremblements de terre, des inondations, etc. Et là, ils ne craignent pas les contacts avec les gens qui ont été dans le malheur, ils viennent, j'ai des photos là-dessus, quelques commentaires. Mais, alors c'est possible qu'ils viennent à plusieurs communautés, mais c'est pas organisé comme, disons, la CIMAD ou que sais-je, moi, les bureaux de l'Église réformée. Oui, ils sont des congrégations. Je vais vous demander un détail alors pratique. Alors, ils vivent un peu en autarcie dans leurs vêtements, etc. À eux. Mais alors, il y a des petites entreprises de textile. Enfin, ils fabriquent eux-mêmes les choses, une toute petite industrie. Ils font beaucoup. Les dames font beaucoup de broderie. Alors c'est très curieux. Ce sont des étoiles à 12 branches, très compliquées. Et ils ont toujours ces motifs assez symboliques. J'avoue que je ne comprends pas très bien ces symboles, d'où ça vient. Et alors ils brodent beaucoup de cela, et ils le vendent. Alors ils vendent des coussins, ils vendent des tapis brodés, et je trouve que c'était assez cher. Parce que puis dans les vêtements spéciaux, il n'y a que qui les portent, ces chapeaux, ces ceintures, ils doivent donc avoir une petite industrie là. Ah ben ils les fabriquent eux-mêmes, les femmes, en général, sont des femmes qui sont couturières. Donc on fait que des chapeaux, d'enfants, Oui, à partir des cloisons de boutons. Et dans les imprimeries, alors aussi, ils ont leurs journaux. Pardon. Ils ont leurs imprimeries aussi, alors. Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont un journal, et qu'ils ont plusieurs journaux. Est-ce qu'ils ont recours à une imprimerie qui ne soit pas niche? J'avoue que je ne peux pas répondre. Il aurait fallu que je vive parmi eux longtemps. Non, je les ai visités. Je les ai visités et je crois avoir lu tout ce qu'on peut lire de plus actuel sur les Amish. Mais c'est très peu connu, en fait. C'est très peu connu. Et quel est le statut de la femme? Elle se tait dans les assemblées. Elle se tait dans les assemblées. Oui, c'est très traditionnel. Oui. Elle se couvre la tête et elle n'ouvre pas la bouche pour l'assemblée. Oui, ça ne nous étonne pas. C'est très traditionnel, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Mais dans l'éducation, à la maison, dans la famille, quel est le rôle de la femme par rapport à l'homme? Ah, c'est important. Je pense que tous les deux collaborent. Elle est soumise quand même. Elle est soumise, mais en principe, quand ça marche bien, ils regardent dans la même direction. Il y a des communautés amish avec des cas qui sont en dehors de la question.
Est-ce qu'il y a des communautés amish qui, lorsqu'elles éclatent, lorsqu'elles se dispersent, qui vont en dehors de la Pennsylvanie? Et oui, parce que la terre est rare et qu'elle est très chère. Alors, je vais pas noter tout ça, je l'ai lu, mais je ne me rappelle pas de tout. Au Canada, il y a des groupes assez importants, et puis maintenant, il y en a en Amérique latine. Alors, c'est moins important, quelquefois, c'est un peu diaspora, un peu disséminé. Évidemment, le comté de Lancaster a le privilège qu'il soit très groupé, là. Oui, c'est l'origine. Alors, bon, ils ont gardé leurs terres, ils ne les vendent pas, ils sont très groupés, mais quelquefois, ils sont très dispersés. Mais oui, ils ont tendance maintenant à essayer d'acheter des nouvelles terres ailleurs, alors ils sont obligés d'aller très loin. Et ils aimeraient ne pas être seuls. Une famille seule, bon, elle peut célébrer son culte le dimanche, bien sûr, mais elle préférerait qu'il y ait au moins 4 ou 5 familles autour d'elle, pas trop loin, pour avoir une véritable assemblée. Est-ce qu'il y a des non-amish tentés de les rejoindre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que la tentation n'est pas très grande parce qu'on a beaucoup de souris jusque-là. Et que quand on a adopté notre style, c'est un peu difficile de se reconvertir dans ce style-là. Je ne pense pas qu'il fasse beaucoup de prosélytes. Enfin, il ne cherche pas à en faire. Si quelqu'un voulait vraiment devenir amish, je crois qu'il pourrait. Mais je n'ai pas entendu dire qu'il... Vous voyez, quand on parle de leur expansion, on ne parle pas des prosélytes. Alors, il y a une difficulté avec la police et la justice. Oui. Par exemple, en cas de... Je pense que la police a peu à intervenir. Encore une fois, ce n'est pas une société idéale, je ne voudrais pas dire tout est parfait chez eux. Je pense qu'ils ont des problèmes, comme tous les êtres humains. Maintenant, des délits graves, il faille que la police et la justice interviennent, ça doit être très 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 rare. Et bon, on excommunie, un tel il est chassé, puis ensuite que la police est affaire avec lui, eux ne témoignent pas, ne font pas appel à la justice, ne font pas appel à la police. Est-ce qu'il y a des jeunes qui partent, enfin, avant le baptême, ils ont la liberté? Oui. Et est-ce qu'ils refusent de se faire baptiser? Est-ce qu'ils peuvent faire, qu'ils partent? Est-ce qu'ils sont Bien sûr. Une fois qu'ils ont été baptisés, ça peut arriver qu'ils partent. Mais c'est extrêmement rare. Parce que là, ils réfléchissent. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu vas être obligatoirement baptisé. Alors, bien sûr qu'il y a des départs. par le monde, je veux dire. Oui. Puis alors, à l'heure actuelle, le fait d'être obligé de travailler chez des artisans non amis, de mettre en contact, faire une sortie une fois de temps en temps avec 2-3 copains, aller boire 2-3 canettes de bière, et faire un peu semblant de danser un dimanche, ça ne va pas toujours très loin. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la perdition. Mais se séparer et renoncer à... Mais vivre avec une chambre en ville et être en ville, travailler chez un artisan et de revenir chez lui que le dimanche, évidemment, ça met le jeune très en contact avec le monde, entre guillemets, et il a beaucoup ils ont la tentation d'abandonner. Ceux qui abandonnent, c'est plutôt avant le baptême, ils ne demandent pas le baptême. Ou alors, il y a aussi des gens de 25 ou 30 ans, plus qui n'ont pas été baptisés, qui restent là parce qu'ils ne savent pas trop où aller, et qu'en même temps, c'est pas obligatoirement à 18 ans le baptême. Mais avec le nombre impressionnant d'enfants que vous venez d'aller chercher du travail, donc comment les langues? C'est un problème qui est devenu de plus en plus grave ces dernières années. Vous avez parlé donc d'un groupe, j'allais dire presque familial, mais qui est large. Alors, quelle est l'organisation civile de la marche journalière de ce groupe? Est-ce qu'il y a un ancêtre? Est-ce que je pense à d'autres organisations de ce genre, mais non religieuses? Je pense que l'organisation civile de tous les est à la fois civile et religieuse. L'autorité religieuse a beaucoup de poids. Dans les questions graves, on consulte l'évêque, on consulte le chargé de la parole, le diacre, etc. Mais qu'il y a dans chaque famille, qui sont des grandes familles structurées, on demande conseil aux anciens, ou les parents d'âge mûr, adultes, enfin ça. On du poids. Je sais pas, je ne vois pas très bien où est le problème là. Les choses se passent comme dans nos vieilles familles paysannes autrefois. Les choses se règlent à l'intérieur. C'est sûr qu'il doit y avoir des questions et des problèmes. Il doit y en avoir. Mais il refuse le vote dans une commune, alors il ne peut pas y avoir de maire. Il
n'y a que des amis dans la commune. Non, il n'y a pas de maire. C'est pas l'autorité municipale, c'est une organisation civile en dehors des Amish. Donc il faut qu'il y ait des non-amis pour préserver la commune. Ben, le comté a ses autorités, et enfin, ils n'y ont pas recours. Oui, mais par exemple, le mariage est purement religieux. Il n'y a pas d'obligation de mariage civil aux États-Unis. Aux États-Unis, non. Donc ils peuvent faire un mariage purement religieux sans du tout l'inscrire au niveau civil. S'ils avaient besoin d'être inscrits, ils pourraient inscrire, je pense. Mais ce qui compte, c'est le mariage religieux. Mais l'élection d'héritage. Ah. Est-ce qu'ils ont recours au notaire Je crois que les pasteurs sont autorisés à faire renverser le maire. Oui, l'état civil. Est-ce que les femmes accouchent chez elles? Je cherche dans mes lectures, si j'ai jamais été plus loin. Moi, je pense qu'un peu comme chez nous, je pense qu'il y a eu beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'accouchements à domicile, mais est-ce qu'il faut dire dans les cas difficiles, peut-être qu'on va à la maternité. Mais je pense que dans la mesure du possible, il y a des sages-femmes avec des sages-femmes peut-être amiches, ou sinon non amiches. Là aussi, il n'y a pas un mur absolument rigide. S'il me faut, on recourt à la médecine, aux maternités. Je vais parler d'abord à M. Pétron et à M. Labarre. Je n'ai pas une réponse à Je m'excuse de quitter ce domaine si concret et si passionnant, mais au point de vue spirituel, quel est l'engagement que prend le baptisé? Il n'a pas d'engagement à prendre au point de vue des coutumes, le port du chapeau, les rubans, etc. Ou la baptisé d'ailleurs, et puis il y a une différence entre les deux. Mais est-ce que sur le plan spirituel, il est amené à déclarer ce qu'il croit, ce qu'il pense, quel est le contenu de sa foi, et comment il va vivre la vie religieuse dans le milieu amish? Car au fond, nous n'avons pas entendu beaucoup parler de la vie religieuse dans ce milieu-là. C'est vrai, j'ai fait sur une étude sociologique. Il y a beaucoup d'entretiens avec l'évêque avant le baptême. Ça dure pendant des semaines. On pressent quand on veut être baptisé. Je pense que certains dimanches sont réservés à des baptêmes de plusieurs à la fois. Et que, alors ils ont des entretiens, ils en parlent, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, c'est pas. Alors ils sont prêts. Alors bon, quelle est la liturgie du baptême que je suis incapable de le dire. Quels sont les engagements concrets, nous pouvons bien penser ce que ça peut être, on peut le sentir. Et la forme du baptême, aspersion? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, je ne sais pas, je pose la question. Excuse-moi. Mais non, mais c'est bien, mais moi, je ne sais pas. Non. Et oui, mais. Ça correspond aux événements qui concernent les États-Unis. Se sentent-ils tout de même américains? Sont-ils non Sont-ils américains? Quelle grande question voulez-vous dire? Le leadership du monde, les problèmes de la guerre et de la paix, l'économie. Je ne sais pas, la guerre du Vietnam, par exemple, elle a dit beaucoup, hein? Je pense qu'ils étaient au courant qu'il y avait la guerre du Vietnam, mais ils redoutaient que leurs enfants fassent le service militaire, non pas pour sauver leur peau, mais à cause de la contamination du monde, et parce qu'ils ne veulent pas user de violence. Mais je pense que c'est pas possible, c'est impensable. Ils ne connaissent pas des choses comme celle-là, la guerre du Vietnam. En fait, il manque de civisme, tout de même, ce qui me surprend un peu. Dans la plus grande démocratie du monde, ça paraît un petit peu choquant. C'est sûr que quand on juge les non-violents qui ne font pas leur service militaire ou autre, on peut toujours dire cela, ils manquent d'esprit. Mais les Américains s'occupent très peu de ce qui se passe en Europe. Une partie de la conférence n'a pas été enregistrée parce que j'ai mis du temps pour comprendre le éject. Excusez-moi.
Alors maintenant, je vais essayer de restituer en relisant mes quelques notes là. Il n'est pas rare qu'une scission arrive entre les Amish. Le bon bois, c'est celui qui se fend bien. Mais ça s'arrange. Des groupes peuvent se séparer et se regrouper après bien des années. Voilà. Chez les Amish, il y a des groupes de plusieurs catégories. Il y a les extrémistes, bien sûr, qui n'ont rien du tout de tout ce qui est moderne, pas de réfrigérateur, etc. Et il y a d'autres qui sont un peu plus libéraux. Alors les Ménonites sont des libéraux, et les plus libéraux sont appelés les Stuquets. Bon, ceux-ci acceptent l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Bon, ceux-ci ne représentent qu'une très petite minorité. Voilà. Bon, les déviances des Amish peuvent venir d'autres groupes protestants, notamment les styles Billy Graham. Ça veut dire, bon, je ne sais pas si c'est bien clair, ça veut dire que les styles Billy Graham sont un peu différents des Amish, quoi. Les jeunes Amish qui ne sont pas baptisés sont toujours tentés de suivre des études, et même après être baptisés aussi. Bon, ils décident de se faire baptiser à 18 ans. Les excommunications peuvent arriver. Elles sont sévères, sont très sévères, mais rares, heureusement. Maintenant, pour devenir un Amish, c'est très très difficile de se convertir. Et déjà à 18 ans, c'est très difficile. Ils sont mis à l'épreuve assez sévèrement. Et parfois, et quand un Amish est baptisé et qu'il a acheté une voiture, il est excommunié, quoi, de sa famille. Et toute sa famille en entier, quoi, femme, enfant, ils seront déménagés, entre guillemets. Bon, on a la tentation de les juger d'hypocrites, parce qu'un Amish peut accepter de se faire conduire par des non-Amish. Et d'autre part, en cas d'urgence, ils peuvent utiliser le téléphone, ou le tracteur, ou encore des faucheuses pour les tracteurs. Bon. Les jeunes Amish de moins de 18 ans utilisent les voitures, ils vont boire des pots de bière, ils sont tentés par la vie des autres, du monde, entre guillemets, et personne ne les en prive parce que les parents sont assez libéraux. Mais dès qu'ils se font baptiser à 18 ans, c'est fini, ils arrêtent tout ça. Ils n'ont plus de voiture, ils ne boivent plus de pots de bière, rien du tout, quoi. Maintenant, quel avenir pour les Amish? Les évolutions chez eux sont très très lentes et elles ne viennent qu'après beaucoup d'années de discussion entre eux. Et bon, on est étonné de voir qu'ils survivent bien et qu'ils résistent bien. Pourquoi? Explication. Parce que d'abord, leur isolation, ils sont isolés géographiquement des autres Américains, quoi. Et leur style de vie est très très différent des autres. Ils ont un style de vie rural qui va bien. Et puis deuxièmement, ils sont très différents par leurs vêtements, ce qui fait qu'ils survivent bien. Leur langue est différente et leurs livres aussi, parce qu'ils ne lisent pas tous les livres, ils lisent presque exclusivement des livres saints, la Bible, des livres saints. Et puis ils sont vraiment très consacrés religieusement, quoi. Ils sont même en expansion aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en Amérique, ils sont 107 000, rien qu'en Amérique du Nord. Et la superficie qu'ils occupent, c'est 525 miles aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Donc ils ont doublé en nombre depuis les environs du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, il y a une très légère baisse de natalité, parce qu'ils avaient une dizaine d'enfants. Aujourd'hui, c'est autour de 7 enfants par famille. Leur taux de mortalité infantile est très petit. Peu sortent de leur culture. Tous restent dedans. Ils sont bien contents de rester là où ils sont. Ils sont tous en très bonne santé.
c'est vrai qu'ils sont en marge du succès et du progrès, mais ils mangent bien, ce sont de bons vivants. Voilà. Alors, les jeunes sont très libres jusqu'à leur baptême, comme on l'avait dit. Leurs parents sont très tolérants aussi. Et les instruments de musique sont tolérés, mais dès qu'ils sont baptisés, plus d'instruments de musique, bien sûr. Et souvent, ils peuvent demander de l'aide des hôpitaux, de gens non amish, bien sûr. Ils ne refusent pas la transfusion comme les témoins de Jéhovah. C'est vrai qu'ils ne sont pas si suivis en vaccin comme ici en France. Cependant, ils sont costauds. Bon, maintenant, une jeune fille qui se marie avec un non-amish, ça peut être une cause d'exclusion. Et pour qu'un non-amish épouse une amish et se convertisse, c'est très 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 dur. Il passe par des stages très difficiles. Non, ils ne sont pas végétariens. Ils ne fument pas, mais ils cultivent beaucoup le tabac, entre autres. Voilà. C'est tout.